On sent de toute façon aujourd'hui que le hype train Cédric Doumbé est quand même relativement descendu. On n'a pas tout l'engouement qu'il y avait là justement. On checkait les news et par rapport à Baki Doumbé, là ça reste relativement calme justement sur l'engouement qui est autour de ce combat-là. En fait, je pense qu'ils veulent un combat de kickboxing en mitaine. C'est ça. C'est le moyen de redorer le blason de Cédric. À l'occasion du prochain Bellator Paris qui aura lieu le 17 mai à l'Accor Arena, on va avoir la chance de revoir à nouveau Cédric The Best Doumbé dans la cage, Mathieu. On va pas se mentir, hein. Je pense que tout le monde a été un petit peu frustré du résultat du dernier combat de Cédric. Cédric lui-même, je pense que même lui, il doit avoir aujourd'hui, il doit avoir il doit avoir un peu la rage. Et à mon avis, il a vite envie de rebondir. Et il en aura l'occasion au prochain Bellator. C'est ça. Alors, sur ce Bellator-là, on va retrouver beaucoup de Français, à l'image de Greg Baben, de Thibaut Gouti, Gouti, Yves Landu, Slim Trabelsi, bon, pas français, mais qui s'entraînait en France au MMA Factory, Mansour Barnaoui, Azael Adjouj, grosse pléthore de Français. Et du beau monde. Cédric qui, alors, ne fera pas main event de la soirée, mais fera co-main event, et il sera opposé à Jalil Willis. Oui, parce que le main event sera entre Pachimix et Magomed Magomedov, pas des Français malheureusement. Et à la base, d'ailleurs, le main event devait être Ousmane Nurmagomedov contre Alexander Shabili, mais Nurmagomedov a dû se retirer du combat pour cause de blessure. J'ai pas entendu ça, moi. J'avais pas entendu ça. Moi, j'ai vu d'autres rumeurs un petit peu moins glorieuses, comme quoi la FLD était peut-être un petit peu trop sévère sur tout ce qui était test antidopage. Non, J'ai eu mais ça aussi. ouais, voilà, on a eu les mêmes rumeurs. Je suis un petit peu moins professionnel que toi. J'ai tout balancé. Alors, entre Benoît qui avait tiré sur les Nurmagomedov, en fait, il n'avait pas tiré, c'est la sueur qui avait déformé. Et moi qui dis ça, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, ça pique. Ça pique, ça Compliqué. pique. On va se faire des ennemis en Russie. Alors, comme tu as dit, je pense que Cédric, justement, a à cœur de faire oublier cette contre-performance, on va dire, même si le combat en lui-même, alors, se déroulait, je dirais pas selon, enfin, de la façon dont il le voulait. Il y a eu quand même une grosse opposition de la part de Baki. Baki, pour moi, prenait le combat en main. Mais c'est sur cette fin de combat où, Moi, je te après rejoins pas. avoir... Moi, je te rejoins pas. Je te rejoins pas. Je trouve que Baki, justement, il avait plutôt l'avantage sur l'entame du combat, sur le premier round. Sur le ouais, deuxième, Cédric était plus ou moins revenu. Et sur le troisième, on voyait justement un Cédric qui était de plus en plus précis. Tu vois, donc c'est marrant. On a deux visions différentes, deux visions en fait, qui montrent que justement le combat était vraiment très, très, très serré. Et que c'était vraiment dommage que ça se finisse sur ça, sur une décision pareille. après, je te rejoins justement sur le retour en force au fur et à mesure du combat de Cédric. Pour moi, voilà, le premier round, on va pas refaire le débat, Ah, il l'historique, faut. tout ça. Ouais, Mais le premier round était pour Baki. Cédric commençait à revenir. Après, c'était équilibré justement dans le deuxième. Et sur le troisième, malheureusement, on n'a pas pu en voir beaucoup. Mais oui, mais de toute façon, c'était pas à sens unique. Cédric Baki, c'est terminé. C'est fini. Il faut aller de l'avant. Même s'il y a des discussions pour potentiellement refaire un combat derrière, je pense pas que ça se refera. C'était Non. le combat légendaire de l'année. Maintenant, c'est la suite. Et la suite, pour Cédric, elle est toute tracée. Au début, il devait affronter un certain Derek Anderson. Est-ce que tu avais eu quelques rumeurs sur ce fameux Derek? Alors, c'était pas des rumeurs du coup, parce que c'était fondé. Mais Derek Anderson, quand il est sorti, la première chose à faire, c'est qu'on va voir son palmarès, son Tapology, et on voit un gros palmarès en fait. On voit un gros palmarès qui était de 17 victoires et 4 défaites. Donc tu dis, ouah, c'est un sacré client, le mec, il est vraiment costaud. Sauf qu'après, tu commences à regarder le Tapology, le palmarès plus en profondeur, et tu te dis, il y a anguille sous roche. Bah, tu creuses, tu creuses. Parce que tu sais que les topologies, c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir. C'est là qu'on voit que le topologie, ça peut être un petit peu traite. C'est que tu as des mecs qui ont vraiment, ils enchaînent les victoires. Mais quand tu as plein de victoires en tapant des mecs moyens, eh ben, tu as une topologie de tueur, mais t'es pas un tueur. Et c'était le cas pour Derek. En fait, Derek avait une topologie malade, mais c'était un plombier. Et quand on vous dit plombier, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que plombier, mec, c'est une image. Non, non, non. Derek, actuellement, il était plombier. Non, il travaillait dans le bâtiment, on le voyait, il avait son bleu de travail, son petit casque. Bon, bien évidemment, je ne tire pas du tout sur les gens du bâtiment, mais on voyait que sa profession principale, c'était pas combattant, mais bien, il travaillait dans le bâtiment. C'était pas du tout, voilà, il s'entraînait pas à plein temps, il s'entraînait après le travail. Cédric, c'est pas le même calibre quand même. C'est pas le genre de combattant à s'entraîner après le travail. C'est vraiment un combattant qui est à plein temps et qui a été, voilà, qui a goûté vraiment au haut du panier du kickboxing et aujourd'hui du MMA. Donc, il y avait une énorme différence de niveau, hein. C'était pas du tout un combat équilibré, même si sur papier, ça paraissait.
Alors Derek, c'est un vétéran, c'est un ancien, parce qu'il a commencé sa carrière en MMA professionnel en 2011. Alors oui, sur ses 9 premiers combats, jusqu'à ce qu'il arrive au Bellator contre quand même un très gros nom, la personne de Patrick Pitbull, c'est vrai que tu regardes les mecs qu'il a tapé, je vois du 0-1, du 0-1, du 0-0, beaucoup de 0-0 justement de mecs qui faisaient leur début, jusqu'à Patricky qui était à 10-4 et il a gagné contre lui, mais c'était il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 Ouais, ans. c'est ça. Voilà, voilà. Tu Il soulignes a un truc qui est très eu, important. voilà, il a eu une grosse carrière au Bellator, ça il faut le souligner quand même, parce que bah, il a combattu contre des mecs solides. Je vois du Derek Campos, je vois à nouveau Patrick Pitbull, je vois du Bren Primus, Marcin Held et compagnie. Il faut souligner, voilà, là on est, il a tapé Voilà, des mecs de calibre, faut préciser mais justement avant, voilà, c'était il y a un moment. je rigolais justement sur cet aspect plombier, sur le fait qu'il s'entraînait pas à plein temps, mais c'est justement parce qu'on voit qu'il y a une fracture en fait entre sa époque passée et l'époque présente. À l'époque passée où il était vraiment concentré sur le combat, où faire une décision partagée contre un Bren Primus, voilà, c'est compliqué. Faire Oui, une victoire par décision partagée sur un Patrick Pitbull, c'est encore plus compliqué. Bref, c'est juste que c'était plus sa carrière. Ils l'ont vu, c'était plus du tout sa période, pardon. Ils ont vraiment attendu qu'il soit en fin de carrière. Là, on voit que son adversité en face, depuis le combat contre Michael Page, bah, on voit qu'il n'est pas combattu et que le dernier combat qu'il avait fait, c'était plus pas vraiment un combat, c'était plus une exhibition. Mais voilà, assez parlé de Derek, puisque Derek, malheureusement, il s'est complètement fracturé le pied. out du Une combat, accident de fracture moto. ouverte en moto. On voyait l'os sortir, la peau ouverte, bref, une énorme fracture. Et c'est Jalel Willis, The Willest, qui le remplacera. C'est ça. Alors, on est aussi sur un palmarès intéressant, c'est-à-dire 16 victoires, 5 défaites, assez proche du palmarès de Derek. Mais par contre, quand on y regarde de plus près, on voit qu'on est sur un adversaire de calibre pour moi supérieur justement à Derek. On est sur un mec qui est actif. Euh, Là où Derek, les deux derniers combats, c'était sur un span de 5 ans. Là, on voit que depuis 2020, il a combattu 7 fois. 6 fois. 6 fois, pardon. 6 fois. 6 fois, bon après c'est vrai que sur les 2 dernières années, c'était pas non plus super glorieux. On voit que depuis 2023, il n'y a que un combat. C'est-à-dire en 2 ans, il a fait que un combat. Et c'était une défaite. Une défaite par KO. Est-ce qu'il arrivera à rebondir sur ça? On ne sait pas. Par contre, il y a quelque chose que j'aimerais souligner, c'est vraiment l'intelligence du Bellator pour le matchmaking, puisque si on s'attarde un petit peu sur la fiche de Jalel, on voit qu'il a 5 KO, 5 victoires par KO et 0 victoire par soumission. Ça veut dire que c'est un 100% striker. 100% striker avec Cédric. Voilà, on va pas non plus vous faire un topo. Cédric, c'est vraiment l'élite du striking. Donc je pense qu'encore une fois, le but, c'est vraiment de laisser Cédric s'exprimer en boxe. Pas de retomber un petit peu dans le kabaki, où voilà, Cédric est un petit peu neutralisé au sol, où il peut pas s'exprimer, et où ça reste un petit peu dans l'observation trop longtemps. Je pense que là, le but, c'est vraiment de dévoiler Cédric, en fait, aux yeux du monde, tout simplement. Alors, mea culpa, c'est pas 6 fois, mais c'est 8 fois depuis 2020 C'est qu'il a combattu. acceptable, Gabriel. Tes notes, tes notes ne sont pas complètes. Voilà, comme tu dis, je pense que le Bellator a à cœur de redorer un peu l'image de Cédric en fait. Et Cédric a aussi à cœur de redorer son image. Et Là, actuellement, c'est que, alors, dans le monde des sports de combat et en particulier le MMA, on ne se souvient que vraiment de ton dernier combat. C'est-à-dire, tu peux exactement. très bien performer sur ton dernier combat, enfin sur tous tes, je sais pas, sur les 10 derniers combats, le 11e, tu fais une performance médiocre ou quoi que ce soit, on va dire que tu es un combattant médiocre, même si tu as fait des Ouais. combats de folie avant. Alors moi, j'appelle ce syndrome le syndrome de Cyril Gann. Parce qu'en fait, c'est lui qui l'a mis un petit peu en lumière. C'est qu'il a éclaté absolument tout le monde. Et ensuite, il a perdu contre Francis et boum. Tout le monde l'a accusé. Ouais, tu fais pas de lutte, tu fais pas de sol, t'es nul en lutte. Ou déjà, boum, c'est reparti en sucette. Il a combattu contre Tai Chivasa. Il est remonté en popularité. On se dit, ah ouais, il arrive à KOT. Finalement, Cyril, il a un KO power, trop bien. Il a perdu contre John Jones. Et là, c'était la descente aux enfers. Tout le monde disait, oui, en fait, il prend pas son entraînement au sérieux. Bref, les gens se souviennent que de ton dernier combat. Et là, récemment, il a réussi à performer contre Sergei, donc on va dire que c'est dans la neutralité. Mais les gens, ils ont vraiment cette. En fait, ils t'associent directement à ton dernier combat. C'est humain, c'est humain. Ta dernière performance te caractérise. Voilà. Parce que, alors Cédric, multiple champion du monde, détenteur de la ceinture du Glory, voilà, un des meilleurs kickboxers mondiaux de tous les temps. Il avait une, il a eu des bonnes performances quand même en MMA. Mais le problème, c'est que là où on l'a vu en tant qu'énorme guerrier
et qu'on ne peut pas remettre ça en doute justement par rapport aux guerres qu'il a livrées au Glory. L'histoire de l'écharde, la façon dont ça s'est terminé, dans l'imaginaire collectif, on va dire, il y a une sale image. Il y a une sale image et je pense que Cédric, sur ce combat-là, doit vraiment claquer un KO, vraiment quelque chose de clinquant, tu vois, pour faire revenir cette image un peu de super-héros ou vraiment de mec brutal dans Exactement, l'esprit des gens. l'image de super-héros. Je pense que tu as raison, il est un petit peu sur une pente glissante, dans le sens où ouais, la performance du dernier combat, elle a été décevante vis-à-vis de la blessure, enfin, vis-à-vis de l'écharde. Et là, il est très attendu au tournant. Très très attendu au tournant. Il faut vraiment redorer le blason. Il y a pas le choix. Et encore une fois, décision très intelligente de la part du Bellator, puisque des Tchétchènes lutteurs qui sont super forts au sol, ou des Roumains super forts au sol, notamment je pense au champion du Eagle. Il y en a plein, des mecs dans la catégorie Cédric qui sont forts au sol et en lutte, il y en a plein, plein, plein. Le PFL et le Bellator, ils regorgent de ce type de profil. Et c'est pas du tout ce genre d'adversité que le Bellator veut pour Cédric, c'est vraiment. En fait, je pense qu'ils veulent un combat de kickboxing en mitaine. C'est ça. C'est le moyen de redorer le blason de Cédric. On sent de toute façon aujourd'hui que le hype train Cédric Doumbé est quand même relativement descendu. On n'a pas tout l'engouement qu'il y avait là justement. On checkait les news et par rapport à Baki Doumbé, là ça reste relativement calme justement sur l'engouement qui est autour de ce combat-là. Tu vois, l'événement a beau se tenir en France, ce qui est vraiment notable, c'est pas un duel franco-français. C'est-à-dire qu'il y a un des deux combattants que personne ne connaît, un des deux combattants dont tout le monde se fout. Ça veut dire que si jamais le Jalal il perd, on va dire ouais, cool, Cédric il a gagné. Par contre, si Cédric perd, c'est chaud. Cédric perd, c'est très très chaud. Alors que dans le cas Baki Doumbé, peu importe qui perd, peu importe qui gagne, t'allais avoir une destruction de hype. T'allais avoir un peu des conséquences de malade en fait. Tu vois, c'est comme à Paris, quand tu sais que tu regardes un combat, tu sais que derrière tu as 100 euros en jeu, tu vas être vraiment à fond dedans, tu vas dire vas-y, gagne, gagne, gagne. Si tu sais que le combat il se fait, peu importe le résultat, tu t'en fous. C'est pas les mêmes investissements émotionnels. Et là, le fait d'avoir deux Français, très connus, les deux prospects, les deux, tu sais qu'il y a un des deux, un prospect qui va descendre après ce combat, ça rajoute de l'émotion. Alors que là, voilà, le Jalel, il a beau être un très bon combattant, ça met pas d'émotion, en tout cas pour le grand public. Et en termes de pression justement par rapport à Cédric, euh, je repense à son combat par exemple contre Jordan Zebo, où il était quand même attendu au tournant, il a claqué une performance de malade. Donc il n'est pas main event, il est co-main event, et son adversaire justement en France est très peu connu. À ton avis, où est-ce qu'il en est en termes de pression par rapport à ce combat-là là? C'est le genre de combat, en fait, tout à gagner, rien à gagner et tout à perdre, hein. Enfin, la seule chose à gagner, justement, c'est d'effacer le dernier combat. Je pense pas qu'il pourrait énormément s'illustrer sur ce combat, puisque c'est pas une personnalité, Jalel. Le but, c'est vraiment d'effacer l'ardoise. Et par contre, oui, en cas de défaite, là, ce serait. En fait, je pense que c'est pour ça que je disais qu'il était sur une pente glissante, c'est qu'en cas de défaite, ce serait le clou sur le cercueil, on dit. Et bref, ça finirait d'entacher vraiment sa carrière, et peut-être de manière définitive. Donc, voilà. Après, en termes de pression, on est quand même sur un combattant qui a beaucoup d'expérience. Autant on pouvait se poser la question sur le cas Baki, qui venait, on va dire, qui n'avait pas forcément beaucoup de combats, qui n'avait pas goûté aux énormes organisations, qui arrivait, boum, sur un combat ultra médiatisé. Autant on pouvait se poser la question, est-ce qu'il arrivera à tenir la pression? Ce qu'il a très très bien fait. Autant, bon, je pense que Cédric, il n'est pas immunisé à la pression, mais il a l'habitude de ce genre de tournant. Il a l'habitude de ce genre de gros enjeux. Donc je pense pas que ça va être handicapant pour lui. Mais c'est vrai qu'en l'espace de un an, on était vraiment sur un Cédric, justement juste après qu'il ait claqué le KO au PFL contre Jordan Zebo, euh, qui faisait tous les titres, toutes les headlines des pages MMA en disant oui, l'UFC, alors en anglais c'est Fum de Bag, enfin ils ont un peu chié dans la colle quoi, en ne signant pas Cédric. Et aujourd'hui, on est vraiment redescendu en termes de Mais c'est très médias, fragile. de C'est mise en très très avant. fragile. Justement, là, on rejoint un point qui est intéressant, c'est justement que le fait que le MMA est très nouveau en France encore. Très nouveau, c'est-à-dire que tu n'as pas de fondation solide. Pas de fondation solide, ça veut dire que tout est apte à changer très très vite. Tout est à même de changer très très vite. Ta popularité, elle peut vite monter, elle peut vite descendre. Tu peux vite arriver, tu peux vite disparaître. C'est encore fragile. C'est encore très très fragile le MMA en France. Le MMA, il est établi. Il est établi dans le sens où je pense qu'il va faire que se développer. Mais voilà quoi, ça veut dire que le MMA il est légalisé depuis combien de temps maintenant? 2 ans? 2-3 ans? Donc ça veut dire que les gens ont eu que 2-3 ans pour se fidéliser aux combattants. Donc c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup du tout.
tout est encore très instable. Et Cédric sera peut-être le premier à goûter ça, justement, la fame extrême, et ensuite la redescente extrême. En cas de défaite, bien évidemment, ce qu'on ne lui souhaite pas du tout. C'est un petit peu un laboratoire, en fait. Pour moi, Cédric, c'était un peu la nouvelle. Alors, c'est pas du tout un terme péjoratif, hein, mais la nouvelle vache à lait, on va dire, du PFL. Tu C'est vois. ça. Que ce soit pour le PFL, enfin, Europe, et je dirais même, si on faisait une extension un peu plus loin, peut-être plus tard, le PFL, PFL Monde. Justement, ce statut de machine à cash potentiel de Cédric bah, est parti. Enfin, pour moi, de ce que je vois, c'est parti, quoi. Est-ce que Cédric ne pourrait pas potentiellement devenir un Conor McGregor 2.0? Justement, le truc, c'est que Cédric, voilà, pendant longtemps, il a combattu dans l'ombre, alors que c'était vraiment l'élite de l'élite. Aujourd'hui, il a été, on va dire, au sommet de la popularité en France. Est-ce qu'après avoir goûté justement à cette ultra lumière, à cette ultra popularité, tu pourrais pas avoir une période un petit peu sombre où tu dis est-ce que je suis digne ou bien est-ce que, je sais pas, mais une remise en question et une baisse de performance forcément derrière. À voir. Bah, de toute façon, on aura nos réponses dans 2 semaines. Parce que c'est vrai que tu disais, les médias en parlent pas beaucoup. Ce combat n'est pas super médiatisé. Je suis très surpris de voir aussi peu de nouvelles à propos de ce combat. Et dans 2 semaines, on aura notre réponse. C'est déjà dans 2 semaines. Autant le combat de Baki Doumbé, un mois avant, 2 mois avant, ça envoyait, ça Il y envoyait, avait la ça sauce qui envoyait. montait, on voyait des Voilà. news qui sortaient dans tous les sens, des interventions ici et là, que ce soit des coachs, des combattants, enfin tout le monde voulait donner son avis dessus. Et là, il y a pas grand-chose. Bah, en fait, c'est ça surtout. Ouais, c'est là que tu vois vraiment la volonté de. Là, il n'y a pas du tout de volonté de construire le combat. Il n'y a pas du tout de volonté de construire une hype sur le combat, il y a juste une volonté en fait de faire un combat pour tabasser le mec et effacer ce qui se passait avant. Il n'y a pas de volonté de parler, de hype, de build up le truc. C'est vraiment que du. Pour moi, c'est vraiment que ça. Effacer l'ardoise. Seul objectif. Donc voilà, le combat arrive très bientôt. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes hypé par ce combat. Forcément, ce ne sera pas la même hype que le combat Baki contre Doumbé, mais ça reste un gros combat néanmoins dans une des plus grosses organisations mondiales en France. Donnez-nous votre avis. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo sur Karate Bushido Plus. Os. Os.